Au cours de la session ordinaire du Parlement, une réunion a eu lieu pour résoudre la situation difficile dans le pays. Le roi y était également présent, sur le manteau duquel était le cousu des ordres pour de grands services d'État. Après avoir salué le roi et toutes les personnes présentes, il fut frappé par une douleur fulgurante qui pénétra jusqu'aux os. Il ne pouvait pas bouger à cause de la douleur. Et derrière lui se tenait un méchant insidieux qui a attenté à sa vie. Toutes les personnes présentes et tous les gardes se sont rapidement précipités pour aider le roi, mais avec le méchant, il y avait aussi ses sujets qui le protégeaient également. La bataille fut tragique pour le méchant et son équipage, mais les gardes du roi perdirent également beaucoup de leurs guerriers. Seules quelques personnes ont réussi à se cacher et à s'échapper. L'un d'eux était un homme et un enfant qui se cachèrent parmi les ruines pour ne pas tomber dans les yeux du sinistre robot. L'un des défenseurs du roi était un garçon inconnu portant un masque rouge et des vêtements noirs. Il a d'abord vaincu le méchant qui avait attaqué le roi. La colère et la fureur brillaient dans les yeux du garçon. Il avait une forme physique idéale et s'est toujours battu pour la justice. Tout a commencé à l'école. Là, l'enseignant a lu des livres et a demandé aux enfants ce qu'ils avaient compris de ce qu'ils lisaient. Tout d'abord, l'étudiante du premier pupitre a levé la main et a crié « Je peux répondre !» Une camarade de classe a été surprise et lui a demandé « Pourquoi réponds-tu » Après tout, c'est le professeur le plus ennuyeux que j'ai jamais vu. Le professeur était très ennuyeux et vieux. Ses élèves ne le respectaient pas, mais ils n'y prêtaient pas attention. La 7e année était ennuyeuse. Certains ont décidé de faire une sieste, mais d'autres se sont assis et ont écouté la leçon. L'enseignant a posé une autre question aux élèves, à laquelle ils n'ont pas pu répondre à nouveau. L'un des garçons a dit au professeur « Pourriez-vous me faire sortir d'ici plus tôt? Je n'arrive pas à dormir à cause de vous. » L'enseignant a été très indigné par ces propos et a décidé de crier dans toute l'école pour que les élèves comprennent que cela n'était pas nécessaire. Il y avait une petite forêt près de l'école, dans laquelle l'école la nettoyait et en prenait soin. Les haricots étaient principalement cultivés dans la forêt et chaque matin, un des enseignants récoltait les récoltes pour nourrir les enfants. C'était difficile pour le professeur, mais il aimait beaucoup ce travail. Il aimait à la fois les collectionner et les manger. L'enseignant qui a crié après les enfants a décidé d'organiser une visite de la forêt pour que les enfants puissent voir où était cultivée toute la nourriture destinée à l'école. En voyant les enfants, l'enseignant jardinier a chaleureusement accueilli les enfants et leur a proposé de déguster son plat signature de haricots. Les étudiants se sont rendus à la cafétéria et chacun d'eux a reçu une assiette de compote de haricots. L'un des étudiants n'aimait pas manger des haricots. Il a demandé à tout le monde « Comment pouvez-vous manger ça? Ce n'est pas savoureux du tout. » Afin de ne pas attirer l'attention du professeur sur la raison pour laquelle il n'avait rien mangé, il a décidé de jeter tous les haricots. Les garçons ont été amusés par les actions de leur ami. Mais l'une des filles a crié au professeur « Jimmy a laissé tomber les haricots ». Jimmy était surpris, un peu effrayé par le comportement de la jeune fille et ne voulait pas que le professeur le sache. En entendant cela, le professeur s'est rapidement approché de Jimmy et lui a demandé « Mes haricots sont-ils si mauvais ?» L'un des élèves a répondu au professeur « Votre ragoût de haricots est incroyable, j'en mangerai tous les jours. » Le professeur a répondu au garçon avec un sourire sur le visage « Merci, je ferai encore plus d'efforts pour que ce soit savoureux pour vous. J'apprends juste à cuisiner. Merci pour votre soutien. » L'un des garçons a tellement aimé les haricots signature du professeur qu'il a même décidé d'essayer une portion supplémentaire, à savoir de finir les haricots sur le sol. Le professeur, embarrassé et surpris, a dit au garçon de recracher immédiatement tous les haricots, mais c'était délicieux. Il voulait en apprécier le goût. Le professeur qui surveillait la discipline et enseignait aux élèves a également dit à son collègue que sa nourriture était parfaite. Parce que l'école était spéciale, il y avait un moment calme où l'on pouvait faire une sieste ou se reposer sur le lit. Après un moment de calme, tous les enfants se sont réveillés. Ils étaient joyeux, un seul d'entre eux voulait encore dormir. Le professeur Steve était déjà en train de finir le sol de l'école avec sa trousse à outils et son marteau, quand soudain il entend des cris venant de la pièce voisine. Il s'est avéré que c'est l'un des garçons qui a mis un masque qu'il a trouvé à l'école. Il criait et faisait du bruit pour effrayer ses camarades de classe. Le gars a décidé d'effrayer sa camarade de classe, mais elle s'est soudainement mise à crier pour que tout le monde vienne l'aider. Elle avait très peur. Le garçon resta surpris et embarrassé. Il ne pouvait même pas parler ni bouger. Il ne s'attendait pas à ce que la fille ait autant peur de lui. Et au bout d'un moment,
Son masque rouge s'envole du gars. L'enseignant a retiré le masque du garçon et lui a dit de ne plus effrayer ses camarades. Le garçon a poliment demandé pardon au professeur. Le garçon a dit à l'enseignant qu'il ne recommencerait plus et qu'il ne s'attendait pas à de telles conséquences. Le professeur s'est assis et a commencé à raconter au garçon une conversation instructive. Racontant, il a dit qu'il faut observer une certaine discipline parce qu'il est à l'école. L'enseignant a décidé d'inspecter toutes les salles de classe et de voir si elles avaient un besoin de réparation. Mais dans l'un des cours, il a vu l'étudiant Luc assis au bureau. L'enseignant a demandé au garçon s'il aimerait faire une pause dans sa lecture et aller jouer au football avec les garçons. Ce à quoi Luc a répondu qu'il pouvait leur tenir compagnie et jouer avec eux, mais que le livre était si intéressant qu'il ne pouvait pas le refuser. 3 élèves, Luc, Kevin et Mia, sont donc allés jouer et s'amuser avec le ballon. Mais Luc ne pouvait pas lâcher le livre de ses mains, alors il se contenta de surveiller les enfants. Kevin a couru très vite avec le ballon dans les mains jusqu'à la cour de l'école pour y jouer au football. Il était content et heureux. Voyant cela, le professeur Steve a crié « Courez plus lentement, parce que vous pouvez attraper quelque chose. Vous avez suffisamment de temps. » Le professeur Steve avait à la main un masque rouge que le garçon utilisait pour effrayer toutes les filles de l'école. Il décida de la regarder de plus près et de comprendre où il pouvait l'emmener. Le professeur regarda le masque qu'il tenait à la main. Il n'y avait que 3 trous. Le masque ressemblait à une boule de bowling. Steve regarda attentivement ce masque et essaya de se rappeler où il l'avait vu. Après tout, de vieux souvenirs d'elle lui traversèrent la tête, mais il n'arrivait toujours pas à comprendre où il l'avait vu auparavant. Des trous comme pour les yeux. Il a essayé de voir le passé en eux et de comprendre où il avait vu ce masque. Steve était inquiet. Un autre souvenir a commencé à traverser la tête du professeur. C'était comme s'il commençait à transférer des souvenirs du masque vers sa conscience. Soudain, l'un des professeurs s'est approché de Steve et lui a demandé « Que fais-tu? Qu'as-tu entre les mains ?» Tout le monde avait très peur. Steve a dit au professeur « Je suis désolé, je n'avais pas l'intention de prendre ce masque. Il était juste porté par un élève et j'ai décidé de le remettre. » Le professeur a regardé attentivement ce masque. Il se souvint de quelque chose et dit à Steve où l'étudiant avait pu déterrer ce masque. Steve était confus. Il ne comprenait pas vraiment de quel type de masque il s'agissait et quelle valeur il contenait. Il a donc répondu au professeur qu'il ne savait pas où l'élève pouvait l'emmener. Des enfants jouaient dans la cour. Jimmy les rejoignit également. Ils se sont amusés et ont passé leur temps libre à s'amuser. Réalisant que ce masque était très précieux pour le professeur, Steve lui dit « Je suis désolé, je ne savais pas ce qu'était ce masque. Quelle valeur a-t-il » Le professeur avait peur. Mais le professeur Sam lui a répondu avec de la colère dans les yeux et de la colère dans son discours. « Comment as-tu pu laisser cela arriver? Pourquoi ne suis-tu pas tous les élèves? Je t'ai fait confiance. » Mais il s'est avéré que le professeur Sam plaisantait et a ajouté qu'il ne savait pas vraiment de quel type de masque il s'agissait. Après un certain temps, l'école a dû suspendre tous les vêtements lavés pour qu'ils puissent sécher et que tous les enfants aient leurs nouveaux vêtements propres. Les 2 enseignants ont joyeusement attaché toutes les affaires des enfants à la corde pour les faire sécher à l'air libre. C'était les devoirs des enseignants. Soudain, le professeur Sam leva les yeux et pensa au masque rouge qu'il avait trouvé sur le garçon. Il a répondu qu'il semblait se souvenir de quelque chose. À cela, l'enseignant Steve a répondu « Mieux vaut accrocher les vêtements des enfants, car ils n'auront rien pour se changer s'ils ne sèchent pas à temps. » Un inconnu en smoking noir roulait sur la route de montagne menant à l'école. Il conduisait un camion inconnu. Le professeur Steve a demandé au professeur Sam « Entendez-vous ce bruit étrange comme si quelque chose conduisait ?» Steve écoutait tout attentivement et essayait d'entendre le bruit des voitures. Des enfants jouaient dans la cour de récréation de l'école. Parmi eux se trouvait Jim pour qui la balle était en train de rouler. Il a décidé de frapper fort et de marquer un but. Le tir était incroyablement puissant pour l'âge de Jim, mais le ballon n'allait pas dans la direction du but. Sa trajectoire était biaisée. Le gardien Luc n'a pas compris où le ballon volait, car il s'attendait à ce qu'il vole droit sur lui, mais il a volé au-dessus du but. Jim était très en colère et sa petite amie lui a seulement dit « Tu dois faire attention où tu frappes ». Ce à quoi le garçon a répondu « Apprenez d'abord à jouer au football ». Kevin a décidé de courir après le ballon. Mais le ballon roulait à grande vitesse. Le ballon a roulé jusqu'à la sortie du terrain de l'école, mais 3 camions attendaient à proximité. Cela a surpris Kevin.
Ils pensaient que des invités étaient venus chez eux. Soudain, les portes de l'école s'ouvrent. Kevin a compris que seuls les professeurs détenaient les clés du portail. Il s'est immédiatement rendu compte qu'il s'agissait de voleurs et a immédiatement couru vers les professeurs pour les informer de tout. Pendant ce temps, le professeur Sam et le professeur Steve déplacèrent les vêtements vers les chambres des enfants qui séchaient dans la cour. Une fille a décidé de les aider en allumant une bougie. Le professeur Steve l'a remercié pour son aide. La fille a dit « S'il vous plaît, j'aide seulement mes professeurs préférés. Je suis toujours prête à vous aider. » Et soudain, des pas bruyants se firent entendre depuis l'entrée de la pièce et quelqu'un s'approcha rapidement d'eux. Les professeurs ont été un peu choqués par ce qu'ils ont vu devant eux et sont immédiatement devenus nerveux. Un des écoliers se tenait devant eux et il était dans un très mauvais état, comme s'il était tombé ou avait reçu une fessée. Ses yeux étaient très effrayés et indiquaient un grand danger. L'un des plus jeunes professeurs a couru vers lui pour lui demander ce qui lui était arrivé et pourquoi il avait été si battu. L'enseignant se sentait le premier responsable car il ne s'occupait pas de l'enfant. Il a commencé à dire que des personnes étranges étaient arrivées et avaient commencé à attraper tous les enfants qui étaient autour et à les charger dans leur voiture géante pour les emmener quelque part. Il avait les larmes aux yeux. L'enseignant a été choqué par ce qu'il a entendu et a eu très peur pour tous les enfants qui étaient en danger. Il ne pouvait plus s'en empêcher maintenant, et c'était très perturbant pour lui. Et encore une fois, des pas se firent entendre derrière la pièce. Une fois de plus, quelqu'un entra et s'approcha lentement, entretenant l'atmosphère tendue et effrayant encore plus les gens autour. C'était l'un des ravisseurs. Il portait une blouse blanche et une jolie cravate bleue. Son regard était très effrayant. Il ressemblait à un zombie. Ses yeux étaient remplis de haine. Il ne ressentait rien de durable. Il voulait seulement voler, torturer et vendre des gens. Il a fait ça toute sa vie. Le professeur a serré l'enfant dans ses bras et ne savait pas comment procéder, car il ne connaissait pas les arts martiaux. Il ne pouvait pas les protéger. Il ne pouvait donc qu'espérer de l'aide. Le ravisseur a déclaré qu'il prendrait les enfants de toute façon et que personne ne pourrait les arrêter. Il y en a beaucoup et personne ne peut les gérer. Peu à peu, d'autres personnes faisant également partie de leur équipe ont commencé à s'approcher. Ils portaient tous des vestes élégantes et des cravates fantaisie. Avec des regards froids dans les yeux, c'étaient des criminels sans cœur. Se parlant tranquillement, ils réfléchissaient déjà à la prochaine étape pour utiliser d'autres enfants pour gagner leurs expériences inhumaines sur eux. Ils ont juste aimé ça. Un autre enseignant a également déclaré que les enseignants devraient immédiatement remettre tous les enfants, sinon ils s'occuperont d'eux tous et n'épargneront personne. Ils aimaient ce travail sanguinaire. Pointant du doigt, l'un des principaux ravisseurs a fait signe à ses assistants d'aller chercher les enfants, car il était temps d'aller ailleurs pour kidnapper d'autres enfants. En repoussant le garçon et les enfants, l'un des enseignants a voulu les aider en arrêtant les voleurs et en leur donnant une chance de s'échapper, mais ils étaient déjà encerclés. Mais ils ne pouvaient aller nulle part. L'enseignant a déclaré qu'il ne permettrait jamais que les enfants soient emmenés et qu'il se battrait avec eux jusqu'au bout. Son regard était très en colère car il ne pouvait pas permettre que quelque chose de terrible arrive aux enfants. Dès qu'il a dit cela, un grand coup de feu a retenti et de la fumée est sortie du pistolet en un mince filet. Cela indiquait que les criminels avaient commencé à tirer afin de gagner plus rapidement leurs sombres affaires. Ils n'ont pas tiré directement dans le cœur de l'enseignant qui allait protéger les enfants de l'enlèvement. Voshev. Le principal ravisseur a continué à faire preuve de sang-froid. Cela n'aurait pas dû être fait car ils n'ont ni conscience ni remords et ils sont capables de tout pour atteindre leur objectif. Le professeur restait toujours debout et ils ont donc décidé de lui tirer une autre série de balles lourdes. Mais ils ont continué à tirer avec leurs puissants pistolets, remplis de balles mortelles. Les chargeurs de balles tombèrent lentement et négligemment sur le sol, témoignant qu'avec chaque balle, il pourrait y avoir une personne de moins dans le monde. Il a ensuite continué à se lever et à pointer son arme sur nous, sa victime, montrant ainsi sa cupidité, son sang-froid et sa domination sur lui. Les professeurs restaient immobiles. Les enfants essayaient de les réveiller, mais ils n'y parvenaient pas. Il y avait de grosses larmes dans leurs yeux. Ils étaient désormais complètement sans défense ici, et personne ne pourrait les aider. Ils ont été pris par les armes et allaient être transportés quelque part, probablement jusqu'à la voiture, afin de s'échapper le plus rapidement possible du lieu du crime.
afin que personne ne puisse les accuser d'enlèvement. Leur voiture était qu'une bien réglée et équipée. Ils se livrent depuis longtemps à cette sale affaire et filigranent leur voiture afin de quitter rapidement les lieux du crime. Les enseignants, touchés par des armes à feu, ont continué à mentir seuls, ils ont échoué dans leur mission. Pourtant, ils ont été attaqués et leurs enfants emmenés de force pour leurs sales affaires. L'un d'eux respirait encore, mais il ne pouvait pas se lever, car plusieurs balles lui avaient endommagé les poumons, et il était tout simplement à l'agonie, se laissant incapable d'influencer une situation aussi douloureuse. La pluie a continué à devenir plus forte. Mais c'était comme si la nature symbolisait qu'elle était vraiment désolée pour la situation qui s'était produite, comme si toute la nature pleurait après les professeurs. Il se souvient des moments chaleureux où il s'amusait avec ses enfants. Ils l'ont embrassé et ont dit qu'il était le meilleur professeur du monde. Ils se comprenaient très bien et se traitaient chaleureusement. Mais cette situation malheureuse a tout éclipsé à cause de gens obsédés qui ont décidé qu'ils pouvaient retirer de force les enfants des établissements d'enseignement et les utiliser dans leur propre intérêt. Il portait également des lunettes, mais au moment où il est tombé, elles se sont cassées. Mais il ne voyait pas le monde très clairement. Il pensait que c'était la fin, et il se vide de son sang à l'agonie. Un autre professeur, un peu plus âgé, se releva avec ses dernières forces. Il avait plus de force, mais il voulait dire une dernière chose au jeune professeur. Ils étaient des amis très proches. Ses yeux étaient concentrés sur une seule chose. Il voulait donner quelque chose à l'enseignant pour qu'il puisse survivre et rembourser d'avance tous ceux qui se comportent de manière si effrontée avec les enfants. Dessous ses vêtements, il sort un objet rouge, semblable au masque que portait l'un des étudiants. Elle était très mystérieuse et avait probablement un effet magique, mais il essaya de toutes ses forces d'étendre ce masque à un autre professeur. Elle devait l'aider à se relever et à accomplir son travail difficile et juste. Et pourtant, avec ses dernières forces, il a réussi à mettre ce masque sur le visage d'un autre professeur. Mais il est simplement tombé. Il n'a plus de force et le fait d'être dans la conscience de sa vie a été achevé. L'autre professeur restait allongé avec le masque. Lui aussi ne pouvait pas bouger. Il semblait que tout était fini et que le mal continuerait à faire ce qu'il voulait. Mais ensuite, ses yeux commencèrent à s'ouvrir. Mais ils sont devenus rouges pour une raison quelconque. Très probablement, le masque a fonctionné et la douleur de l'enseignant a diminué et il pourra d'une manière ou d'une autre récupérer afin de protéger les enfants. Son regard changea immédiatement et ses yeux devinrent plus perçants. Il semble que malgré tout cela, l'effet magique du masque ait contribué à lui ajouter un peu de rage afin de devenir plus frénétique, car c'était absolument nécessaire. Son corps était plein de rage. Il était en colère et ne voulait que se venger. Il voulait punir ces méchants salauds qui avaient emmené de force les enfants de son école, et maintenant il avait assez de force pour le faire. Il a continué à pleuvoir. L'une des voitures spéciales est restée dans l'enceinte de l'école alors qu'ils y embarquaient les derniers enfants. Les criminels portèrent des parapluies car la pluie continuait à tomber fortement. Ils étaient en train de mettre le dernier enfant dans la voiture, mais ils pensaient que leur mission était terminée et qu'ils allaient simplement sortir d'ici, mais tout serait comme il devrait l'être et personne ne pourrait les arrêter. Après avoir allumé une cigarette, l'un des ravisseurs a voulu s'assurer qu'il ne restait plus d'enfants. Mais il a demandé au chauffeur de ne pas partir tout de suite, car il n'est pas nécessaire que les témoins restent après leur travail. Il a continué à marcher vers l'enceinte de l'école, mais son regard était dirigé vers le bas et il n'a pas du tout regardé ce qui se passait devant lui, parce qu'il était sûr qu'il n'y avait aucun danger. Mais son point de vue a radicalement changé, car il a vu devant lui un incroyable guerrier prêt à le mettre en pièces et à rétablir la justice dans le monde. Apprenant que quelque chose n'allait pas, le conducteur a décidé de conduire pour se sauver, car ils n'avaient peur que pour leur vie et pour personne d'autre. Seuls les professeurs étaient des lâches. En regardant en arrière, il entendit un son étrange, comme si des poings surpuissants frappaient dans le béton. En regardant autour de lui, son visage n'était absolument pas aussi menaçant qu'il l'avait été à l'école. Il y vit les poings gigantesques du héros géant, tachés du sang rouge d'un autre voleur qui tomba entre ses mains fortes et puissantes, et il ne put sortir de là. Le corps était très puissant chez le professeur, qui s'est transformé en un véritable guerrier. Sa musculature était tout simplement incroyable, et il semblait pouvoir faire des choses absolument incroyables. Il est devenu un véritable bodybuilder. Il n'y avait plus aucune émotion sur son visage. Il n'avait plus peur de personne.
Seul son œil brillait en rouge, comme le laser d'un fusil de sniper qui vise sa cible et va l'achever. Le voleur a tenté de faire le plein pour sauver sa vie, mais la voiture ne bougeait toujours pas et restait immobile. Elle semblait glisser dans les airs. Il a continué d'appuyer sur l'accélérateur de son camion, mais celui-ci est resté immobile. Et quand ils sont entrés, il était encore plus choqué dans sa tête, il a eu une crise de panique, donc il ne savait pas quoi faire. Avec son bras robuste et puissant, le professeur a simplement enroulé ses bras autour du camion et l'a tenu de toutes ses forces, l'empêchant de rouler, car il avait des projets complètement différents et il n'allait pas laisser partir les criminels comme ça. D'une seule main, il a réussi à soulever le camion et à le maintenir avec un bras tendu. Il semblait que Dieu était descendu du ciel et avait habité son corps pour rétablir la justice dans le monde. Et puis, soulevant la voiture encore plus haut, il la jeta de toutes ses forces au sol. Désormais, la machine ne fera plus de mauvaises actions, car elle ne peut pas fonctionner normalement. La porte du coffre à bagages s'ouvrit et lentement, l'un des enfants commença à sortir. Elle est restée coincée assez fort. Apparemment, le professeur ne savait pas qu'il y avait des enfants là-bas. Il n'aurait probablement pas jeté la voiture comme ça. Son regard se figea immédiatement et se tourna vers le héros qui l'avait sauvé. Et elle jura immédiatement car elle voyait à quel point la personne en face d'elle était puissante. Elle a de nouveau vu l'arme levée dans les mains de l'un des voleurs. Mais elle avait très peur à cause de cela car elle voyait comment les armes peuvent causer de très grandes pertes à une personne. Et c'est pourquoi son regard est devenu froid. Mais à ce moment-là, aucun coup de feu n'a été tiré, parce que le professeur a réussi à tout faire correctement et qu'il a neutralisé le criminel au moment le plus épique lorsque la foudre a frappé le sol. Le tir a semblé très réussi et cool. Il a continué à serrer le cou du criminel, essayant de lui soutirer toutes les informations dont il avait besoin pour savoir où les enfants étaient emmenés et comment les faire sortir, car sa tâche principale était de s'occuper des enfants. La jeune fille a regardé avec un choc absolu et une incroyable surprise, alors que l'étrange guerrier s'occupait du criminel avec tant de cruauté et de haine. Ses mains étaient couvertes de sang après avoir jeté le corps du criminel qui lui était tombé entre les mains. Ses mains étaient très impressionnantes et puissantes. Il est devenu, pour ainsi dire, un véritable cyborg. C'était un homme extraordinaire avec une masse musculaire surpuissante. Il semblait qu'il était désormais l'homme le plus fort du monde, qui deviendrait le garant de la justice et mettrait les poings sur tous les points. Ses coups étaient si puissants qu'il pouvait briser le sol en deux, comme s'il avait une arme nucléaire intégrée dans ses mains qui pourrait tout détruire sur son passage. L'un des ministres a lancé un appel au pays en raison de la grande criminalité et de la déstabilisation de la société, mais il n'a pu l'influencer d'aucune façon, car il n'avait aucune possibilité de le faire. Ils ont seulement fait des discours devant la société et ont essayé de leur assurer que tout irait bien. Rien ne les menacera à l'avenir. Mais la société a déjà compris que personne ne peut les protéger et que chacun est pour soi. Ils ont chacun survécu comme ils ont pu, puis ont essayé de ne pas mourir de faim en raison de la grande déstabilisation du pays. C'était très difficile pour eux de vivre, mais le gouvernement se trouvait dans une situation complètement différente, et il était complètement indifférent à ce qui arrivait aux gens ordinaires, car eux et leurs familles se portaient bien. Ils n'ont fait que des apparitions et ont assuré que tout irait bien. La tête de l'homme rouge éclatait de haine qu'il ressentait pour les criminels qui lui avaient volé ses enfants métamorphes sous son nez et lui avaient tiré dessus avec des armes à feu. Il a également essayé de retirer son masque, mais n'a pas pu le faire à cause des montures super puissantes qui se trouvaient près de sa tête. Maintenant, ce masque était avec lui pour toujours, et son corps géant serait comme ça maintenant aussi. Enragé, il a même commencé à jeter des tables et des bureaux dans différents coins. Il y est parvenu très facilement et il était très fort, comme s'il était un véritable Hulk humain. Son regard changea brusquement. Mais il s'est arrêté lentement, alors il a commencé à se calmer petit à petit, car il se souvenait qu'il restait un enfant que les criminels n'avaient pas réussi à voler. Elle s'est cachée sous la table de son bureau, assise, parce qu'elle était effrayée par une telle transformation du professeur. Elle pensait que c'était plus en sécurité là-bas en raison du préjudice potentiel que ses actions pourraient causer. Le professeur a essayé de lui expliquer qu'il était très en colère contre cette situation. On lui a dit qu'elle ferait mieux d'aller dans une autre pièce pour qu'il puisse récupérer, et ensuite il pourrait commencer à parler normalement. La fille a dit qu'il devrait juste se calmer parce qu'elle n'en pouvait plus, et elle a même commencé à pleurer. C'était très inhabituel de voir une mutante aussi géante à l'école,
et cela se reflétait dans ses réactions. Il était très furieux car il ne parvenait pas à trouver une place pour lui-même. Il lui manquait la capacité de sa taille habituelle. Désormais, il ne sera plus le même et sa vie ne pourra plus revenir à l'ancienne. La tête me faisait incroyablement mal. Il était assez inhabituel d'avoir un masque d'une extrême force qui collait constamment à sa peau. Il a essayé de l'enlever, mais c'était impossible. Ici, il y a eu un tonnerre très fort et quelque chose a éclaté dans le sol. Le trou commençait à s'élargir et il était désormais impossible d'y marcher. Même le début de la jeune fille dans le trou sous la table a été créé à partir d'un chêne entier. C'était un arbre très durable et solide. On ne pouvait même pas le casser avec les pieds. L'homme rouge a cassé cet arbre avec sa tête avec facilité. C'était un homme très fort et puissant que rien ne pouvait arrêter. Et son objectif en était un, la justice. Mais il était très découragé et ne parvenait pas à se ressaisir. Tout ce qu'il a vécu ne lui a pas donné la paix. Il réalisa qu'il ne pouvait plus revenir à lui-même. Il n'a pas pu survivre à la perte de son ami le plus proche, qui travaillait également comme enseignant dans cette école. Tous les enfants ont été volés et kidnappés, ce qui a pesé incroyablement lourd sur le cœur de l'enseignant. Il s'est simplement assis au milieu de la forêt où il avait creusé une tombe pour son ami et a essayé de méditer. Même s'il pensait être avec son ami, il n'a jamais voulu que cela se produise. Il était trop inquiet, ses mouvements devenaient lents. Il ne pouvait pas s'habituer à la perte de sa plus grande autorité. L'homme rouge se souvenait de la façon dont il avait été fessé, battu et maltraité auparavant. Il a été beaucoup victime d'intimidation, et personne ne pouvait y faire face parce que la société était très perfide et criminelle. Il a été battu à coups de pied, de bâtons, insulté et bien d'autres choses obscènes lui ont été infligées. C'était très animal, mal élevé et inesthétique. Et de tels voleurs étaient retrouvés presque tous les jours. Ils n'ont donné la paix à personne et n'ont fait que voler, battre et semer la discorde et l'anxiété dans une société qui traversait déjà des changements et des troubles difficiles. Puis il est resté inconscient au sol. Il semblait que rien ne l'aiderait et qu'il ne resterait pas ici faible et inutile. Il ne pouvait tout simplement pas bouger et était trop faible. Mais ici, alors qu'il gisait, une personne s'est approchée de lui et une ombre est apparue au-dessus de lui. Elle n'était pas indifférente au mal qui se produisait autour, mais elle voulait aider cette personne d'une manière ou d'une autre. Il a dit que cela ne peut pas continuer ainsi et qu'il faut avoir une défense solide pour pouvoir survivre dans un monde aussi difficile et étrange qui existe actuellement. Une personne sur laquelle il n'y avait pas d'espace de vie ne pouvait rien répondre. Elle émettait seulement des sons étranges, semblables à la parole humaine, mais ne pouvait vraiment rien prononcer. Après s'être rapproché, l'enseignant lui a dit qu'il pouvait lui donner un abri et qu'en échange, il travaillerait avec lui et élèverait les enfants. Et il a dit que c'était l'un des meilleurs emplois au monde. Les premiers jours, il lui a été très difficile de travailler en raison des blessures importantes subies, ainsi que du caractère inhabituel de ce travail. Il a essayé de changer pour le confort des enfants et le développement de l'école. Mais l'enseignant l'a compris et ensemble, ils ont continué à enseigner aux enfants et à s'engager également dans divers travaux à l'école, pour le confort des enfants et pour le plus grand développement de l'école. Au début, le garçon n'aimait pas beaucoup cela. Mais il n'avait pas d'autre issue car il n'avait nulle part où aller et les bandes de voleurs qui rôdaient dans les environs lui apportèrent la paix. Mais tout s'est bien passé et plus tard, il est également devenu enseignant. Il avait une coupe de cheveux douce et une petite vue et on lui a donné des lunettes pour qu'il puisse voir le monde le mieux possible. Mais ils entretenaient de très bonnes relations avec le directeur et travaillaient ensemble pour améliorer les méthodes d'enseignement et les installations pour les élèves qui étudiaient dans leur école. Le temps s'est passé et ils sont devenus de meilleurs amis parce qu'ils parlaient beaucoup chaque jour et se souciaient également de l'importance de leur travail pour la société. Le directeur a dit que les enfants sont la chose la plus importante et qu'il ne faut pas les quitter des yeux, car c'est la clé de leur réussite et les enfants doivent toujours se sentir en sécurité. C'est la chose la plus importante. Il l'a compris petit à petit et a souscrit à chaque parole du directeur et à sa sagesse, réalisant que le métier d'enseignant a un très grand potentiel, ainsi que de très grandes conséquences pour l'avenir. Il a écouté chaque mot de l'enseignant principal et était sûr qu'il réussirait à devenir un enseignant digne, afin d'éduquer de vraies personnes intelligentes qui manquent cruellement à la société. Ils aimaient voir comment les enfants s'amusaient pendant leur temps libre en étudiant et en faisant leurs propres choses. Ils ont joué à différents jeux et se sont amusés presque à chaque pause. Les enfants de l'école étaient d'âge complètement différent.
Mais ils s'entendaient et s'aimaient, car ils comprenaient que leur école était la plus humaine, et qu'ici, vous pouvez apprendre à être vraiment humain. En se souvenant de ces moments, la jeune fille a également pleuré. Lisa a compris que tous ses amis étaient désormais en danger quelque part. Et elle a eu la chance d'être sauvée et ils doivent donc être libérés d'une manière ou d'une autre pour leur donner une chance de survivre ou d'échapper à l'esclavage. La personne rouge a essayé de calmer Lisa, car même dans des situations aussi stressantes, il était nécessaire de traiter correctement les enfants pour qu'ils comprennent comment sortir de ces situations à l'avenir. Il décida de la prendre dans ses bras et de la serrer dans ses bras pour qu'elle se sente en sécurité. Et il a dit qu'il retrouverait certainement tous les enfants kidnappés, qu'il se vengerait de tous et les amènerait à l'école. La jeune fille serra son professeur plus fort dans ses bras, mais elle ne voulait pas qu'il s'en aille et la quitte, car il lui semblait que ce serait très dangereux ici. Elle le serra fort dans ses bras, mais le professeur a compris que la justice devait prévaloir. Mais après avoir libéré la jeune fille, il allait déjà partir en campagne pour retrouver les délinquants et les punir, puis continuer à reconstruire son école. La jeune fille décida une fois de plus de tendre la main pour embrasser son professeur pour la dernière fois, car il serait parti pour longtemps. Et c'est un moment très difficile pour elle. Il a décidé de se pencher pour serrer la fille dans ses bras également, et ils se sont dit au revoir. La jeune fille lui a souhaité bonne chance et retourné au plus vite dans son école natale. L'homme rouge a dit de ne pas s'inquiéter pour lui car il possède désormais des pouvoirs spéciaux. Il n'a peur de rien du tout. Il peut facilement utiliser sa technique pour combattre le mal. La ville où se rendait notre héros était très brisée, comme si toute une apocalypse s'y était déroulée. Tout fumait, brûlait, était battu, déchiré. Et il y avait aussi beaucoup de saleté que personne n'allait jeter. Le quartier était très pauvre. Il y avait beaucoup de pauvres qui n'avaient pas de logement. De nombreuses maisons ont également brûlé ou ont été complètement détruites. Ils s'asseyaient ailleurs, buvaient beaucoup et ne faisaient presque rien parce qu'il n'y avait ni travail ni chef qui pouvait les diriger dans une direction libre. Et puis l'un des pauvres, qui a perdu sa maison, a eu très peur. Les yeux fermés, il était sur le point de crier car il voyait quelque chose d'extrêmement étonnant devant lui. Oubliant le véritable géant qui portait un léger manteau en lambeaux, l'homme rouge s'est approché d'un des sans-abri et lui a demandé où trouver les gens qui kidnappèrent des enfants afin de comprendre ce qu'ils en faisaient. Ayant reçu les informations nécessaires, il a quitté le sans-abri. Et celui-là parce qu'il était stressé de rencontrer un géant aussi bruyant qui pouvait simplement l'écraser avec un seul doigt de sa main gauche. Le regard de l'homme rouge semblait très colérique et de sang-froid. Il voulait retrouver les voleurs et les punir en conséquence. Sa tête grésillait de rage et il ne voyait devant lui que la vengeance. Quand les gens l'ont vu, ils se sont immédiatement arrêtés et ont été horrifiés, car ils n'avaient jamais vu des gens aussi grands que l'homme rouge. Sa puissance et sa majesté étaient visibles même avec le manteau à travers lequel presque rien ne pouvait être vu. Il s'est approché de chacun et a demandé en détail tout ce que les gens pouvaient savoir sur les voleurs, car c'était extrêmement important pour accomplir sa mission. Chaque détail pouvant être appris était important. Il a demandé au vrai médecin, qui ressemblait à un squelette ou à une momie, et où il pourrait vivre. Il a également parlé des traits du visage de ce médecin. Tout le monde a compris de qui il s'agissait, car il y a très peu de telles personnes dans la société. Il a également parlé de son ton de voix étrange, ainsi que de ses mouvements généralement étranges et de son visage étrange. C'était un bandit très effrayant et assoiffé de sang, et les gens comme lui n'étaient tout simplement pas censés exister sur Terre. En se souvenant de cela, son visage était tout simplement fou, et son œil semblait en feu et des étincelles s'en échappaient, qui brûleraient tout autour dans un rayon de 1000 kilomètres. Sa campagne s'est poursuivie. Il écoutait chaque mot et chaque piste qui pourrait le conduire à l'endroit où les criminels s'attaquaient aux enfants mineurs, et c'est là qu'il voulait se rendre. Il voulait vraiment se venger de tous les ennuis que lui causèrent les criminels, et surtout de son ami, qu'il avait auparavant sorti d'une situation très difficile et l'avait aidé dans son travail. De loin, il y avait une haute porte qui semblait diviser les mondes en deux moitiés, comme si elle était garante de la séparation des sociétés, et c'est elle qui séparait les riches des très pauvres. Il y avait une sécurité constante. Il y avait beaucoup de policiers qui changeaient constamment et gardaient la frontière contre l'afflux de migrants qui pouvaient constamment attaquer les portes pour se frayer un chemin vers un monde plus prospère.
Mais ils avaient beaucoup de temps libre. Ils ne faisaient presque rien, ils lisaient seulement les journaux et parlaient constamment pour ne pas s'ennuyer. C'est dans le journal qu'il a été décrit qu'un gang qui avait volé de nombreux enfants était recherché. L'un des gardes s'est inquiété lorsqu'il a appris que le gang était recherché, car il était très probablement impliqué d'une manière ou d'une autre. Et un jour, sans sale boulot, il travaillait comme gardien à temps partiel de la tour. Le chef des gardes a continué à lire le journal et à tirer légèrement une cigarette, car il n'avait rien d'autre à faire dans ce travail. Ils ont continué à tourner au ralenti, ils étaient bons dans ce domaine. Mais ensuite, le regard du chef des gardes changea soudainement, alors qu'il sentait le danger qui pourrait se cacher chez l'homme trapu qui marchait droit vers eux vers la tour. Il se tendit. Le manteau qui recouvrait l'homme trapu flottait facilement au vent, mais cela n'empêchait pas son approche. Il voulait en savoir plus sur ce qui se passait au-delà de cette porte, de l'autre côté de la ville. L'un des gardes a immédiatement commencé à s'approcher de la personne et lui a dit qu'il n'était pas autorisé à être ici, et qu'il devait se laver d'ici, sortir, sinon ils utiliseraient la force pour l'expulser d'ici. Mais le visage de l'homme rouge était impassible et impassible. Il se rapprocha encore plus de l'homme rouge et n'allait pas partir simplement parce qu'il avait besoin de ses enfants. Le policier a déclaré qu'il donnait un dernier avertissement à l'homme rouge. Sinon, il appellerait davantage de renforts pour finalement neutraliser et emprisonner l'homme costaud. L'homme rouge a immédiatement saisi le journal qui se trouvait dans la main du gardien, car il y a vu les bus que la police recherchait pour retrouver les personnes qui avaient kidnappé les enfants. Il a commencé à examiner en détail ce qui était écrit dans ce journal et n'a même pas entendu les grondements du gardien. Il commença à être encore plus en colère d'être gêné dans sa mission. Cela l'a mis extrêmement en colère. D'un coup fort et puissant de la main qui tenait le journal, il a frappé le garde-chef en plein dans la tête avec une grande force. Il a décidé de l'achever et a frappé l'autre avec sa tête sur l'asphalte avec une telle force que l'asphalte s'est brisé sous ses pieds. Dans l'ensemble, il semblait que pour le bien de ses amis et de ses enfants, un homme gros était capable de tout. L'un des policiers a commencé à sortir son arme, tandis que l'autre a simplement crié et tenté de négocier avec le géant qui les attaquait. Il restait là, mais ne savait pas comment procéder, car il se sentait extrêmement dangereux. L'homme trapu a dit qu'il demandait pour la dernière fois où pouvaient être les enfants. S'ils ne le disent pas, il les écrasera avec un rouleau, comme il l'a fait avec le garde supérieur. Ne s'attendant pas à une poursuite de la bataille, l'un des gardes a ouvert le feu avec son pistolet de service. Il commença à tirer des balles, essayant d'arrêter l'avancée du géant. Mais il n'y parvint pas et, d'un coup bien ciblé, l'homme trapu l'envoya directement au sommet de la tour, où il resta coincé et ne tomba même pas. Alors, il s'est collé à ce mur. L'autre garde restait là et ne savait pas où aller. Il n'y avait nulle part où fuir car il y avait un mur derrière et un guerrier très puissant devant qui n'a même pas été abattu par les balles des armes à feu. Il a essayé d'inventer quelque chose et a dit que la porte était très rarement ouverte et qu'il ne serait possible d'y arriver que demain. Il voulait gagner du temps pour appeler à l'aide et vaincre le géant avec plus de force. Il pensait que son plan fonctionnerait parfaitement, puisque les géants étaient généralement stupides et que lorsque les forces les plus importantes arriveraient, il donnerait au Big One une impression de feu sur l'homme rouge et il serait toujours capable de gagner. Mais l'homme rouge allait attendre comme ça toute la journée, car tout pouvait arriver aux enfants. Et emmenant le garde du corps avec lui, il décida de continuer sans rien regarder. S'élevant haut, il semblait gagner des ailes qui le transportaient de plus en plus loin dans les hautes terres à travers la porte géante, afin de trouver justice et de libérer tous ceux qui étaient retenus captifs par les technomènes. Il se déplaçait comme un véritable ninja puissant sur ce mur géant, et là il continuait à accrocher un garde-mort qui était collé au mur de la haute porte à cause de l'impact. Avec le policier, il sauta au sommet de la tour et refait surface pour évaluer la situation et étudier les zones de la ville qui pourraient constituer une bonne référence pour planifier son voyage à travers l'autre moitié de la ville. De plus, ne voulant pas obtenir justice avec lui et libérer les enfants, il peut facilement le laisser partir maintenant et partir seul pour libérer ses amis du danger des voleurs. Le garde n'avait nulle part où aller, car il serait mort maintenant. Il accepta donc d'aider l'homme rouge et d'explorer la ville avec lui. Il y avait des larmes et une légère déception dans ses yeux. Il y avait aussi beaucoup de ruines à cet endroit. C'était très brisé et ressemblait à une véritable apocalypse. Seule la belle ville, qui possédait des bâtiments modernes et n'était pas complètement vidée, a réussi. Il y avait aussi beaucoup de sans-abri qui n'avaient même pas de nourriture.
Ils étaient nus et épuisés. Beaucoup d'entre eux sont même morts faute d'eau. Ils étaient assis et espéraient seulement que quelqu'un leur viendrait en aide. Ils n'avaient même pas un morceau de nourriture. Ils mangeaient une pomme par semaine et étaient prêts à tuer pour savourer un morceau sucré d'une petite pomme. Pour eux, c'était un vrai délice. La ville était divisée en 3 grandes régions. Le quartier pauvre et sans emploi, le quartier chic et riche et les quartiers chauds, où étaient basées des personnes spécifiques, selon chaque type. Il y avait un cimetière près de la ville. Elle était grande et située près des collines. Habituellement, beaucoup de gens y venaient. Malgré le fait qu'il y avait beaucoup de pauvres dans la ville, elle était célèbre pour beaucoup de ses athlètes célèbres qui remportèrent de nombreuses médailles pour leurs victoires. La ville abritait une population très variée, des géants aux riches et ordinaires employés de bureaux. La ville elle-même était grande. Il était assez difficile de s'y retrouver et d'y trouver certaines personnes. Tous les bureaux des gratte-ciel ont été gravement endommagés. Ils ont fait l'objet de réparations immédiates afin de restaurer toutes les structures dans les plus brefs délais. L'ancien professeur Sam accompagne l'un des gardes et lui demande où trouver les personnes qui ont kidnappé ses élèves. Il était très en colère et voulait donc punir toutes les personnes impliquées dans l'enlèvement. Sam demande aux gardes où chercher les voleurs car il ne veut pas perdre de temps. Sam voulait surtout savoir où se trouvaient un de ses élèves, mais la ville était grande. Le garde a dit à Sam que la ville avait 3 couches de murs, les ruines que personne n'avait restaurées et qui existaient encore, et le centre de la ville, où ses étudiants étaient le plus susceptibles de se trouver. Le garde lui-même ne voulait rien dire à Sam. Il craignait pour sa vie. L'agent de sécurité élaborait un plan pour se débarrasser de Sam. Il ne voulait rien dire de ses collègues. Soudain, le gardien remarqua quelque chose. Sam regarda fixement la ville et attendit que le garde réponde, mais il ne lui dit rien. Soudain, un inconnu a parlé au garde parmi toutes les ruines. Elle a dit au gardien de lui dire où se trouvaient les enfants et a dit bonjour à Sam. À première vue, c'était une fille avec de grosses lunettes. Le garde frémit de surprise. Il ne pensait pas que quelqu'un d'autre ait besoin des enfants que Sam recherchait. Il ne savait pas non plus que Sam avait des amis qui étaient toujours prêts à l'aider en cas de problème. La jeune fille se dirigea avec confiance vers les 2 garçons, à savoir Sam et le garde qui était au bras du professeur. Le gardien regarda la jeune fille du coin de l'œil et se demanda ce qu'elle faisait ici. Le garde fut surpris. Il ne savait pas pourquoi une autre fille était venue vers eux. Le gardien était inquiet. Il pensait que c'était un autre complice de Sam. Sam regarda avec confiance la personne qui s'approchait d'eux, et le garde transpirait d'excitation. Mais il ne pouvait rien dire. Après tous les regards, Sam prit à nouveau le garde par le visage et lui demanda à nouveau où étaient les enfants. Ce à quoi le gardien a répondu qu'il ne savait pas, qu'il souffrait beaucoup. Après avoir harcelé le garde, Sam lui-même a demandé à la jeune fille qui elle était et pourquoi elle était venue ici. Lui-même ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'autre lui vienne en aide et pensait que ce n'était que son affaire personnelle. La jeune fille s'est présentée sous le nom de Sakura et lui a proposé de coopérer. Sakura portait des lunettes inclinées noires et blanches, une chemise courte, une sorte de mallette et de nombreux bracelets au bras. Elle était habillée comme une personne ordinaire dans cet endroit. À première vue, on ne pouvait pas penser qu'elle s'engageait dans des affaires y mettant sa vie en danger. Sam regarda Sakura avec confiance, même si elle n'était pas parfaitement préparée. Mais elle pourrait encore l'aider à trouver des enfants, car elle vit dans cette ville depuis de nombreuses années et la connaît mieux que sa poche. Il a lui-même demandé à Sakura où les enfants pouvaient être sous la surveillance de cannibales. Sakura réfléchit rapidement et répondit qu'ils pourraient être en prison, car il y a moins de personnes et d'enfants que personne ne le remarquera. Elle a donc proposé de se rendre immédiatement à la prison et de commencer à rechercher les enfants dès que possible. Sakura dit à Sam, « Plus tôt nous y arriverons, plus vite nous pourrons sauver les enfants, alors ne perdons pas de temps et courons vite en direction de la prison. » Sakura était une bonne coureuse, ce à quoi il a répondu un gardien à la main. « Oui, je suis d'accord, il ne faut pas perdre de temps. Nous devons courir à la prison le plus vite possible. Montrez-nous simplement le chemin, et nous pourrons y arriver. » Pendant ce temps, de nombreuses personnes étaient en prison à cause de ces attentats. Ils étaient indignés par tout, et surtout par l'antisymétrie présente dans tous les locaux de la prison. Ils ont obstinément insisté pour qu'au moins un nettoyage général y soit effectué. Dans la prison,
Personne n'écoutait l'emprisonnement, des ossements inconnus gisaient partout. Seuls les plus robustes et les plus forts sont sortis des différences. Tous les gardiens de la prison ne se souciaient pas des contrevenants à la loi. Sans tarder, Sakura et Sam coururent immédiatement en direction de la prison pour trouver au moins des indices et se lancer à la recherche des enfants. En chemin, Sakura dit à Sam où se trouvaient peut-être encore les enfants. Parmi eux se trouvaient les ruines. Mais il y en avait trop dans la ville. Dans la pièce où étaient emprisonnés les enfants, il n'y avait absolument rien du robinet posé à côté de l'évier rouillé, une goutte d'eau toutes les quelques heures. C'était la seule chose qui faisait du bruit dans cette pièce. La fille qui était dans la pièce tremblait de partout. Elle ne trouvait aucun mot pour le décrire. Elle avait très peur. Elle avait peur pour sa vie. Au milieu de la pièce se trouvèrent de nombreuses tables sur lesquelles reposait quelque chose, enveloppé dans plusieurs couches de tissu épais. Il y avait du sang sur le sol, et au milieu de toute la pièce, il n'y avait qu'une seule fille qui tremblait. Elle ne pouvait pas bouger. Elle ne voulait faire aucun bruit pour ne pas attirer l'attention sur qui que ce soit. La jeune fille était attachée avec une corde et du ruban adhésif sur la bouche pour qu'elle ne puisse pas parler. Elle ne pouvait pas croire qu'elle se trouvait dans une telle situation. Elle essayait de penser que quelqu'un la chercherait. La jeune fille a rappelé comment des inconnus en smoking noir l'avaient attaquée, elle et son amie, mais elle ne sait pas où se trouve actuellement son ami. Ils ont été séparés et placés dans des voitures complètement différentes. Elle ne connaît donc que son sort. La jeune fille regarde attentivement et essaye de trouver au moins quelque chose qui puisse l'aider à s'en sortir. Elle s'est rendue compte qu'elle était attachée avec une corde trop solide qui ne pouvait pas être retirée par la force, mais les nœuds n'étaient pas serrés, elle pouvait donc essayer de se libérer. Soudain, la jeune fille entend un son inconnu, comme si quelqu'un s'approchait d'elle d'un pas fort et lentement. Elle a eu peur pendant un moment et a eu peur pour sa vie, car elle comprenait que quelqu'un pourrait lui faire du mal à ce moment-là. Mais elle essayait de penser qu'elle ne serait pas touchée. Au bout de quelques minutes, les pas devinrent de plus en plus forts vers la porte. Quelqu'un s'approchait clairement, mais elle ne savait pas de qui il s'agissait. Peut-être étaient-ils ses sauveurs, peut-être des voleurs. Elle regarda attentivement la seule porte de la pièce. Soudain, la porte s'ouvre par l'unique fenêtre. On ne pouvait pas voir qui c'était à la porte parce que la pièce était très froide, comme un congélateur, et il y avait de la glace sur la fenêtre, donc on ne pouvait rien voir. Après quelques secondes, un géant inconnu, grand et effrayant, couvert de sang et avec un grand couteau dans la poche, entre à nouveau d'un pas très bruyant mais lent. Il avait de grosses cicatrices partout sur lui. Le géant lui-même était très massif et grand. Après que le géant soit entré dans la pièce, la jeune fille a été très effrayée par ce qu'elle a vu. Elle n'avait jamais vu de monstre aussi effrayant. Elle avait peur mais pensait qu'il était venu vers elle. La jeune fille, après avoir été très surprise, ne voulut pas faire un seul bruit. Elle ne voulait même pas respirer, pour ne pas émettre le moindre bruit susceptible d'attirer l'attention du géant. Le géant lui-même, entrant dans la pièce, ne dit rien. Il avait toujours la mâchoire ouverte et les dents serrées. Ses yeux ne pouvaient pas être vus, car ils étaient tous recouverts d'une grande couche de peau. Et le géant lui-même grogna bruyamment et émit des sons semblables à ceux d'un chien très en colère. Mais le géant contourna la jeune fille et s'approcha d'une des tables qui se trouvait dans la chambre à glace, sur laquelle gisait quelque chose enveloppé dans un tissu épais. Il tendit la main vers la table pour prendre ce qu'il y avait dessus. Un géant avec peu de poids, mais il souleva quand même l'objet dans le tissu et le plaça sur son épaule. C'était difficile pour lui, car malgré sa force, il se fatiguait vite, mais il restait toujours très dangereux. L'objet qui se trouvait sur l'épaule du géant roula jusqu'à son visage, alors il décida de le réparer. Mais je l'ai laissé tomber par accident. Mais il tomba lentement au sol. Cela a irrité le géant, mais il a quand même décidé de reprendre le paquet. La jeune fille regarda silencieusement le paquet qui tombait dans lequel quelque chose était enveloppé. Elle n'a pas émis de bruit. Elle s'est simplement assise par terre. Soudain, le colis inconnu s'est un peu déplié, et il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un objet, mais d'une personne enveloppée dedans. À ce moment-là, la jeune fille s'est rendue compte qu'elle n'avait pas été kidnappée par des gens ordinaires, mais par de vrais cannibales. En voyant tout cela, la jeune fille était encore plus effrayée et tremblait devant ce qu'elle voyait. Elle n'avait jamais entendu parler d'une entreprise aussi perverse qui enlève des gens dans la ville où elle vit. Après ce qu'elle a vu,
Elle savait que si elle ne faisait rien, elle subirait le même sort que d'acquérir l'un de ceux qui traînaient sur la table. Le grand géant prit plusieurs autres paquets sur son épaule. Comme la jeune fille le comprit, chacun d'eux contenait des personnages géants. Petit à petit, il s'approcha de la jeune fille. Elle avait très peur, mais il est passé devant elle pour ramasser le colis qui gisait par terre. Ayant décidé de mettre le paquet sur son épaule, car il était déjà déroulé et du sang en coulait, il l'a pris et l'a porté par terre, et il y avait du sang sous le paquet. La jeune fille était très effrayée par ce qu'elle voyait, mais l'idée qu'elle devait sortir d'ici d'une manière ou d'une autre ne la quittait pas. Ensuite, le géant a sorti le paquet avec le corps par la porte et l'a fermé. En chemin, du sang a été vu couler du colis. Après avoir fermé la porte, la pièce est redevenue froide et les appareils de congélation ont commencé à fonctionner, ce qui maintenait toujours une température négative dans la pièce. Malgré le fait que la pièce était très froide, la jeune fille transpirait toujours d'excitation. Elle n'en croyait pas ses yeux qu'elle était tombée dans des cannibales. Elle pensait qu'il n'existait que dans les contes de fées et les films, mais ce film s'incarnait dans sa vie. En regardant autour de la pièce, la jeune fille n'a rien vu qui puisse l'aider à échapper à la captivité des cannibales et à se libérer. Elle resta assise en silence et frissonna, observant tous les colis qui contenaient probablement des personnes. Soudain, un inconnu entra en courant dans la pièce. Avec un cri, il demande si quelqu'un est en vie. Dans cette pièce, il attendit longtemps une réponse. Le garçon regarda autour de lui et vit une fille assise par terre. Il a immédiatement dit qu'il l'aiderait, car elle avait été capturée par des cannibales, et c'est lui qui en libère tout le monde. Tout d'abord, le gars s'est présenté et a montré l'insigne de la couronne de son unité spéciale, qui s'occupe du sauvetage des personnes capturées. Le garçon a couru vers la fille et lui a demandé si elle avait vu ici d'autres personnes qui avaient besoin d'aide. Mais la jeune fille ne pouvait rien emporter, car il y avait du ruban adhésif sur son visage qui lui collait le visage. Le gars s'est immédiatement précipité pour détacher la fille, mais elle a immédiatement voulu lui dire quelque chose. Elle a laissé entendre qu'il était en danger maintenant et qu'il devait se sauver rapidement. Mais le gars, n'y prêtant pas attention, continue de la détacher. La fille essaie de crier et de dire quelque chose à travers la cassette, mais rien n'en sort. Le garçon, entendant tout cela, lui demande à quoi elle essaie de faire allusion. En entendant ces cris, le garçon regarda dans la même direction que la fille. En regardant de plus près, il a vu quelque chose et n'a pas immédiatement compris à quel point c'était dangereux pour lui, mais il a compris que si la fille y prêtait attention, ce n'était pas comme ça. Une tête de fer dépassait du mur au milieu de la pièce près de la sortie. Elle était très méfiante. Il était immédiatement clair pour elle qu'elle comportait une sorte de danger. La tête ressemblait au début à du fer, mais au début elle n'émettait aucun son, attirait seulement l'attention par sa présence. Soudain, cette statue inconnue se met à parler et à demander au garçon pourquoi il est venu ici et pourquoi il libère tous les captifs. Il sera puni pour de tels actes. Le garçon et la fille étaient effrayés par tout ce qu'ils entendaient et voyaient. Ils ne savaient pas comment les événements se dérouleraient dans le futur. Sans tarder, le garçon sortit un couteau en métal et répondit à la tête volante qu'il n'avait peur de rien et qu'il était prêt à se battre. Il était sûr de pouvoir vaincre la statue ordinaire, mais il ne connaissait pas toutes ses capacités. Soudain, il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas d'une statue, mais d'une tête en métal avec le corps d'un serpent et plusieurs formations sur le visage comportant de nombreuses couches de dents. Ils avaient l'air très menaçants. Après avoir entendu les mots, la tête avec le corps du serpent a répondu que s'il était prêt à répondre de ses actes et de ses paroles, alors qu'il y ait un combat. Après quelques secondes, toute la tête cicatrisée s'est transformée en 4 formations ressemblant à des serpents. Ils avaient des dents grandes et pointues partout. De plus, cette tête s'approchait du garçon à grande vitesse pour lui encaisser un coup. Pendant ce temps, Sam, Sakura et le garde du corps ont fait le tour de tous les endroits possibles où les enfants pouvaient se trouver, mais ils n'ont rien trouvé chez chacun d'eux. Alors ils sont arrivés au dernier endroit possible. L'agent de sécurité a demandé à Sam comment les enfants avaient pu se retrouver ici. Il s'est avéré que c'était un endroit où les enfants pouvaient se trouver, un grand marché de viande et de poissons où étaient vendus de la viande et du poisson. À l'entrée du marché, l'entreprise a été accueillie par un inconnu qui a gentiment salué tout le monde et les a invités à se rendre à tous les comptoirs et à acheter quelque chose. Sakura salua également le commerçant local.
Elle a demandé quel comptoir dispose des plus grandes pièces et zones de stockage où ils stockent la viande. Sans tarder, Sam et le garde se rendirent dans l'arrière-pays, mais après avoir vu combien de marchands et de bancs de commerce s'y trouvaient, ils se rendirent compte qu'il valait mieux tout apprendre auprès d'un marchand local. Sur tous les bancs, il y avait des produits carnés, des morceaux de viande entiers ou des saucisses. Toute la viande se trouvait sous des dômes ou sur des bancs spéciaux, à partir desquels tous les acheteurs pouvaient regarder et acheter ce qu'ils voulaient. L'entreprise, à la recherche des enfants, à travers les nombreux stands qu'elle a croisés, est finalement arrivée à un panneau indiquant « entrepôt alimentaire ». C'était ce qu'ils recherchaient, car c'était là que pouvaient se trouver tous les étudiants et les personnes kidnappées. Sakura a demandé à un commerçant local s'il pouvait entrer dans l'entrepôt, car il se pourrait qu'il y ait quelque chose qu'il cherchait depuis très longtemps. Dans un premier temps, le commerçant fut surpris de cette demande et répondit que celle de la viande était une partie du poison y était stockés. Après la conversation de Sakura avec le vendeur local, l'agent de sécurité et Sam sont intervenus dans la conversation. Ils ont demandé à nouveau pourquoi ils ne pouvaient pas entrer dans l'entrepôt, car ils ne toucheraient personne. Ils pouvaient même y aller accompagnés d'un commerçant. Mais ils devaient tout vérifier là-bas. Après ces paroles, le commerçant fut surpris, et surtout inquiet. Le groupe à la recherche d'enfants et le commerçant ont eu une longue discussion sur la manière de se rendre à l'entrepôt de viande. Sakura ne voulait pas dire aux marchands en détail ce qui pouvait être là ou qui pourrait être là. Cette conversation a également été entendue par les propriétaires et les vendeurs de ce marché. Ils ont contacté un groupe d'amis et leur ont demandé ce qu'ils voulaient voir exactement sur leur marché. Ils ont également ajouté qu'ils se contentent de vendre de la viande et d'en tirer de l'argent, c'est leur seul revenu.